Très heureux de vous accueillir encore cette semaine à Hockey le Magazine. Jasmin, bonjour. Salut, Danny. On s'en va dans le gymnase cette semaine, Danny. Oui, on s'en va dans le gymnase. Écoute, Avec Stéphane Dubé, on va parler de force unilatérale. Il a plusieurs exercices à nous présenter. De ton côté, sur la glace, on parle de quoi? En fait, d'une technique qui est extrêmement importante et on va proposer des exercices en animation 3D pour ouvrir des lignes de tir. Comment faire pour feinter? On sait les joueurs de plus en plus maintenant se placent dans les lignes de tir. Comment faire pour les déstabiliser? OK, le magazine, c'est parti. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action, le Hockey, le magazine, pour un accès inédit à vos joueurs préférés. La première saison professionnelle de certains joueurs de hockey va être assez mémorable et pour les mauvaises raisons avec toute la situation que l'on connaît. On est allé sur la rive nord de Montréal rencontrer deux joueurs qui aspirent à jouer avec le Rocket de Laval cette saison, Raphaël Harvey-Pinard et Joel Teasdale, pour parler un peu de leur entraînement assez particulier et également d'une grande relation d'amitié qu'ils ont développée au fil des dernières années. Ben écoute, je pense que ce qui est le plus particulier, justement, c'est de s'entraîner dehors. On n'a pas beaucoup d'équipement. On travaille avec les moyens du bord, mais je pense qu'on s'en sort quand même bien. Puis, je pense que ce qui est différent aussi avec les autres années, c'est que d'habitude, on s'entraîne peut-être 2 mois. Là, ça fait 8-9 mois qu'on s'entraîne. On prend des petites semaines de break de temps en temps, mais quand même, ça fait beaucoup d'entraînement pour une saison qu'on ne sait pas encore quand elle va commencer. Là. Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir un grand terrain. C'est vraiment un avantage pour moi et Raphaël. Vu que c'est grand, on a la chance de pouvoir s'entraîner ensemble. Parce que si ça avait juste été, mettons, dans mon sous-sol, on n'aurait pas pu parce qu'il faut quand même garder la distanciation sociale. Fait que d'avoir la cour puis pouvoir faire ça dehors, on s'habille chaudement. Moi, j'ai des combines en dessous de tout mon linge en ce moment. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, comme Raphaël l'a dit, puis on n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'équipement, mais on en a assez pour faire tout ce qu'on a de besoin. Stefano Lani, c'est l'entraîneur pour le préparateur physique au Rocket de Laval. Puis là, il peut continuer à nous donner des programmes. Dès qu'on a arrêté de s'entraîner au gymnase à Beaubriand, la semaine d'après, on avait un entraînement pour pas d'équipement qu'on pouvait faire déjà. On n'avait pas beaucoup d'équipement. Au début, on n'avait même pas de poids. Puis il nous a trouvé un training pour qu'on soit quand même capable de s'entraîner fort puis qu'on soit capable de suer puis de travailler tout ce qu'il faut. Donc je pense que ça nous aide beaucoup d'avoir le support comme ça de l'organisation. Je pense que Teaser, c'est un très grand leader. Aussi, dans les années passées, avec l'Armada, il était allé plusieurs fois, à plusieurs séries, il était loin avec l'Armada, donc il y avait beaucoup d'expérience des séries. D'autres, à Rwanda, on s'était fait éliminer en première ronde l'année précédente, donc là, on avait besoin de cette expérience-là. Je pense qu'il l'a amené autant dans le vestiaire que sur la patinoire, puis il nous a beaucoup aidé. Je pense qu'il a contribué grandement aux deux couples. J'étais mal amoché, comme on dit. C'est sûr que la volonté de gagner, elle reste là quand même. Fait que je poussais, je donnais ce que je pouvais pour aider l'équipe, même si je n'étais pas capable de jouer à mon 100%. Puis tu vois, à force de pousser de même, j'ai été récompensé, j'ai fait un but. Puis j'ai pu vivre ça avec mes coéquipiers à lever la coupe. Ça aurait été plate que je décide de ne pas jouer puis que je sois sur le banc puis que je joue pas, mais c'était vraiment important pour moi de passer ce temps-là avec mes coéquipiers. Le moment que tu gagnes la coupe, tu lèves la coupe, c'est deux moments que tu n'oublies jamais. Tu te repasses dans l'esprit tout le temps, puis c'est tout le temps des beaux souvenirs. Mais je pense un autre élément qui a été vraiment spécial aussi, c'est la parade. Le fait de pouvoir partager ça avec les partisans à Rwanda, c'est des partisans qui sont incroyables. Fait que pouvoir fêter avec eux autres, puis leur montrer les coupes, c'est vraiment un moment qui était unique. Là. Depuis que je suis tout jeune, mon rêve, c'était de jouer pour le Canadien de Montréal, être repêché par eux autres, puis avoir la chance de jouer dans l'organisation, c'est quelque chose de spécial. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'écoutais tous les matchs de hockey, j'en manquais pas un avec mon père sur le divan. Les seuls soirs que je pouvais passer mon couvre-feu, c'était quand le Canadien jouait. Donc, d'avoir signé avec le Canadien puis de peut-être un jour pouvoir faire mes débuts avec le Canadien, c'est sûr, c'est vraiment spécial pour moi. Surtout, là, mon but, moi, c'est de faire l'équipe du Rocket.
à Laval, une équipe où est-ce que j'ai regardé durant les dernières années. Puis de pouvoir faire mes premiers débuts professionnels, ça aurait normalement été l'année dernière, mais là, avec ma blessure, ça l'a reporté. Fait que je suis vraiment excité puis j'ai vraiment hâte de commencer ça. Là. Cette semaine, à notre question de la semaine, on vous parle de Maurice Richard, puisque le 12 décembre 1953, il a inscrit son 611e point en carrière. Il devenait le meilleur de tous les temps dans la Ligue nationale à ce moment-là, avec ce chiffre. Danny, il fait partie d'un groupe très sélect qui est dans les premières grandes super vedettes de la Ligue nationale lors des débuts de la Ligue. Ben écoute, là, je sais qu'à la blague, des fois, tu me dis, tel âge, le joueur, ouais, en telle année, mais moi, je n'étais pas né en telle année. Ouais, mais... En 53 non plus, je n'étais pas là si tu te poses la question. Moi non plus. Alors, T'es content de pouvoir le dire? Ma famille parlait souvent de Maurice Richard. Mes grands-parents parlaient de Maurice Richard. Mon premier chandail de hockey du Canadien, il y avait le numéro 9. De Maurice Richard. C'est un beau numéro à avoir. Quand même. On se demande donc aujourd'hui quel joueur Maurice Richard avait-il alors devancé grâce à son 611e point qui lui permettait de devenir au premier rang de la Ligue nationale de hockey. S.A. Gordie Howe, B. Ted Lindsay ou C. Elmer Lack? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quel joueur Maurice Richard avait-il battu grâce à son 611e point marqué le 12 décembre 1953, ce qui lui permettait de prendre le premier rang de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. La réponse est C. Elmer Lack. Le 12 décembre 1953, Maurice a donc dépassé la marque d'Elmer Lack, un autre des Canadiens de Montréal. Et Danny, ce qu'on retient un peu de Maurice Richard aussi, c'est oui le hockey, le côté spectaculaire, mais c'est l'humain qui était Maurice Richard aussi. Ben écoute, c'est l'idole d'un peuple. C'est tout ce qui a été écrit et dit, raconté à propos de Maurice Richard, l'émeute du Forum. Écoute, c'est des moments marquants dans l'histoire du hockey, pas seulement de la Ligue nationale, mais particulièrement au Québec et évidemment à Montréal. Maurice Richard enflammait les amphithéâtres et soulevait les foules. Merci beaucoup, Danny. De retour cette semaine à Hockey le Magazine pour parler un peu d'entraînement avec Stéphane Dubé qu'on retrouve au Centre Perform Plus de Boisbriand. Stéphane, on a parlé plus tôt cette saison des déplacements latéraux qui font évidemment partie intégrante de la vie d'un joueur de hockey. Cette semaine, parlons de déplacements latéraux et de force unilatérale. Effectivement. Dans les différents aspects du développement du joueur, on met beaucoup d'emphase au niveau de la force, de l'explosion. Mais la plupart du temps, les joueurs vont mettre trop d'emphase sur le squat, le deadlift, c'est deux exercices très, très importants dans le développement de la force générale. Mais la force unilatérale, c'est primordial parce qu'on y va avec le principe que le joueur passe 70 de son temps sur une jambe quand il est sur la glace. Donc, c'est important de travailler la force unilatérale. Pourquoi? C'est que quand tu travailles une jambe à la fois, tu travailles beaucoup plus ta stabilité. Tu sollicites des séquences musculaires que tu ne sollicites pas nécessairement quand tu es à deux jambes. Donc, important de faire un bon mix d'exercices traditionnels et de mouvements unilatéraux. Parce que je pense que ça fait partie intégrante aussi de l'entraînement d'un joueur d'aller plus spécifiquement aussi, de ne pas être que seulement dans le général et pour un joueur de hockey de se concentrer sur des choses qui vont vraiment l'aider sur la patinoire. Effectivement. Comme je te dis, c'est important de faire un bon mix d'exercices général du développement de la force et d'exercices spécifiques. Donc, le mouvement unilatéral, tu ne peux pas être plus spécifique en termes de développement. Alors, force unilatérale. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir exactement concrètement? On va voir on va proposer deux exercices. Le premier, le skater lunge, ou le lunge du patineur, si je peux faire la traduction libre. On est moins habitué avec les termes français. Fait qu'on va avoir ce mouvement-là et on va avoir aussi un Bulgarian squat, mais on va avoir une petite twist. On va incorporer à la force de la stabilité. Donc, on va se servir d'un bossu pour créer un peu plus d'instabilité, complexifier l'exercice, rendre ça encore plus compliqué pour notre cobaye Philippe aujourd'hui. Tout à fait. Le préparateur physique qui va aller souffrir. On va aller voir ça. Effectivement. Donc, pour le skater lunge qu'on voit, on voit Philippe vient s'appuyer sur la plaque. Donc, ça lui donne un angle. Ce qu'il faut chercher à visualiser, si tu es en croisement sur la glace, quand tu patines, c'est un angle que tu viens prendre. Donc, on cherche à recréer les mêmes angles à l'entraînement. Donc, par la position, le fessier est beaucoup plus sollicité, l'extérieur de la cuisse, donc les mêmes séquences musculaires que quand tu patines. Fait que c'est vraiment très spécifique et on travaille une jambe à la fois, fait que travaille encore plus de stabilité. Comme deuxième exercice, on a le Bulgarian squat sur bossu.
Ça, c'est probablement la façon la plus complexe de le faire. On travaille de façon unilatérale, donc le fessier est tellement sollicité, les adducteurs aussi, par l'exercice. À la maison, pour les débutants, c'est pas nécessairement ce que je vous conseille. De commencer avec le Bulgarian, le même mouvement, sans bossu. Quand vous maîtrisez l'exercice, je vous conseille d'aller sur le bossu sans charge. Et quand le tout est bien maîtrisé, on le fait comme Philippe le fait présentement, avec une charge très, très complexe comme exercice. Stéphane, on vient de voir un exercice qui montait en progression, en fait. Puis je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour toi, pour le jeune en général, qu'on y aille avec la force qu'il a puis avec l'âge qu'il a aussi. C'est très important d'adapter les exercices en fonction du niveau du joueur, l'âge et le niveau. Comme on a vu dans le deuxième exercice, il y avait 3 progressions, mais tu as des joueurs bantam qui vont tout de suite maîtriser le troisième, tu en as d'autres qui vont avoir un petit peu plus de difficulté. Il ne faut pas perdre de vue. L'exercice visait 2 choses, la force unilatérale et la stabilité en ce qui concerne le deuxième exercice. Si tu es un joueur plus fort, moins stable, tu vas mettre d'emphase plus sur la stabilité. Si tu veux développer plus ta force, tu élimines le bossu, tu travailles plus avec un poids pour prendre la force. C'est important d'adapter en fonction des besoins de tous et chacun et en fonction du niveau, comme on l'a mentionné. Merci beaucoup, Stéphane. On se retrouve bientôt. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue cette semaine à cette 3e capsule sur l'équipement de hockey. On va parler avec Éric encore cette semaine des bâtons de hockey et tu as pour nous un bâton Bauer. Exact. C'est un bâton que Bauer a développé, qui a pris quelques années à développer. Encore une fois, un petit peu comme le Nexus qu'on a parlé la semaine dernière. Oui. Ça vient de la technologie ADV. On reconnaît par la petite ligne verte en arrière qui est une signature pour le projet ADV que Bauer a développé. Donc, c'est le Supreme Ultrasonic, qui est un profil très, très, très populaire auprès de beaucoup de joueurs. Qu'est-ce que c'est la conception asymétrique? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est la forme je te dirais la moitié du bas. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, là, mais la partie du bas du bâton est comme un petit peu arrondie. Okay. On va se rappeler le profil elliptique que les bâtons Easton avaient il y a quelques années. Oui. Donc, le profil, le kick point, si tu veux, le point de flexion est un petit peu plus haut en raison du profil du bas du bâton. OK. Puis qu'est-ce que ça donne, le fait qu'il n'y ait pas le même profil aux 2 endroits? Bien, ça fait que quand tu décoches de lancer, le manche travaille très différemment qu'un bâton Nexus ou un bâton Vapor. Donc, on parle différemment, mais plus rapide, moins rapide, plus précis, moins précis? Je te dirais, c'est aussi rapide, c'est peut-être un petit peu plus précis, mais ça dépend vraiment du type de joueur que tu es, la façon que tu lances. Donc, chaque bâton a vraiment une caractéristique spéciale selon ton style. Donc, c'est important de prendre le temps de bien choisir son bâton. Et ça, lorsqu'on arrive en boutique puis on commence à parler avec des conseillers, qu'est-ce qui est important pour nous de mentionner? Moi, je suis un joueur. Est-ce que c'est important de parler de mon niveau de jeu, de parler, est-ce que mon poids, c'est important? Comment je lance? Est-ce qu'il y a un endroit pour essayer justement ces bâtons-là afin de te faire une tête? C'est quand même assez cher, donc je pense que c'est important d'avoir les bons conseils, d'être averti avant de prendre une décision. C'est bien de se renseigner avant de faire un achat. Donc, comme tu dis, certains bâtons peuvent coûter quand même assez cher, mais c'est selon le style de joueur. C'est mieux de faire des lancers frappés. Es-tu plus rapide? Tu décoches des lancers rapides, des snapshots qu'on peut dire, ou tu es un gars de lancer du poignet. Donc, chaque bâton a vraiment son utilité propre à lui. Puis en magasin, nos conseillers sont là pour vous aider à faire le bon choix. Excellent. Le deuxième bâton que tu nous suggères est un bâton de Warrior. Exact, c'est le QRE 10. Donc, c'est le même bâton que Brendan Gallagher utilise chez le Canadien. Oui. Très populaire, un bâton très bien construit, qui est un petit peu que le bas du manche, un petit peu une forme similaire au Bauer Ultrasonic, mais encore là, c'est une technologie différente. Le carbone est très léger, le Minimus 1500. Donc, c'est un bâton vraiment, vraiment bien. Très bien. Ton dernier bâton que tu nous suggères est un bâton de CCM.
Exact. C'est le bâton de la famille Jet Speed qui ont réinventé cette année. On a ouvert un petit redesign point de vue-là qui est beaucoup plus noir, qui est un look très, très, très populaire. Oui. Mais aussi la construction puis le balancement du bâton est vraiment super. Donc, lorsque tu parles de balancement, on parle bien sûr de comment le bâton est stabilisé, le poids, la répartition du poids lorsqu'on le tient dans nos mains. Parce que quand on choisit le bâton, là, on en a parlé dans les épisodes précédents, c'est important que le joueur ou la joueuse prenne le temps de bien sentir le bâton avant de... Parce que tout est là, dans le fond, là, au départ, là, la légèreté, ouais. La sensation, etc. Ouais, tout est là. C'est important quand vous venez en magasin de prendre le temps de bien choisir son bâton. Peu importe le budget, il faut faire le bon choix parce qu'à tous les prix, il y a quand même des spécifications à toutes CCM, Bauer, Warrior, Sherwood. C'est important de prendre le temps de bien se renseigner, poser des questions aux spécialistes en magasin. Puis dans ce moment-là, on s'assure que vous choisissez le bon bâton pour votre type de joueur. Tu sais, la longueur du bâton, 2 joueurs peuvent avoir à peu près le même style. L'un qui a 6 pieds 3, puis l'autre est de ma grandeur, qui n'a pas un petit 5 pieds 10 bien tapé. Alors, à ce moment-là, lorsque tu choisis le bâton, tu le coupes, est-ce que ça a un impact sur la flexibilité? Oui, définitivement. C'est pour ça que c'est important de bien choisir le bon point, la bonne flexibilité. Puis quand tu le coupes, souvent les bâtons en arrière ont des petites lignes qui vont t'indiquer. Si tu coupes d'1 pouce, tu vas augmenter de 10 flex. Un autre pouce, un autre 10 flex. Ça, c'est très important. C'est probablement une des caractéristiques les plus importantes avec ton choix de courbe. Le bon flex, ça va tout faire la différence sur la patinoire. Dis-moi, Éric, en terminant, parle-moi de l'embout sur le bâton. C'est quelque chose qui vient avec ce bâton-là ou c'est... Non, c'est un accessoire qu'on peut appeler qui se vend séparément. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Butt Ends. Okay. C'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a peut-être 3 ou 4 ans puis qui est vraiment populaire. Même dans la Ligue nationale, tu peux repérer sur le banc des joueurs la petite ligne blanche. C'est vraiment un embout qui te permet d'avoir une meilleure grip sur ton bâton tout en économisant la paume de tes gants parce que ça protège un petit peu. Parce que le ruban gommé, ça peut user plus facilement la paume de tes gants. C'est facile d'entretien, facile à enlever, réutilisable. C'est très, très simple. Puis il est disponible dans plusieurs couleurs aussi. C'est important, les couleurs. Alors, la semaine prochaine, on vous parle de patin. Merci, Éric. La chronique sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue cette semaine à la chronique sur la glace. Vous savez, vos défenseurs, aujourd'hui, doivent faire face à plus qu'un gardien. Les joueurs bloquent des tirs. Ils sont constamment dans vos lignes de tir. Ces joueurs-là sont courageux. Et de plus en plus, on incite tout le monde à le faire. Donc, pour les défenseurs, ça devient extrêmement difficile de placer des rondelles au filet. Et pour ce faire, ils doivent réussir à créer de la confusion dans la défensive adverse. Voyons avec Mathieu Gravel ce qu'il nous propose à ce sujet, les feintes pour ouvrir les corridors de tir. Je vais vous demander de réceptionner et d'aller de votre côté fort. Fait que le droitier va aller à droite, le gaucher va aller à gauche. Ça veut dire que quand tu réceptionnes, il faut que tu sois en arrière du triangle, tu réceptionnes. Je veux, dans ta feinte, tu partes de ta jambe arrière pour feinter vraiment en arrière mon poids sur ma jambe avant, ouverture de poignet et pousser rapidement pour mettre mon action au filet par la suite. C'est ça. Il faut que ça soit de façon continue. C'est bon. Feinte. On essaye de ne pas dribbler dans celui-là. Ouvre les poignets, pousse vers la rondelle vers l'avant. Oui, pousse vers l'avant, super. Bon lancer. Évidemment, tirer sur le coup droit, c'est toujours feinter sur le coup droit, c'est toujours plus facile que sur le coup revers. Pour les défenseurs, évidemment, il n'y a pas de tir du revers, donc de la ligne bleue, évidemment. Donc, on doit ramener la rondelle pour être en mesure de tirer. Et très souvent, les jeunes ont la mauvaise habitude de contrôler la rondelle et de se placer en patinage arrière alors qu'ils perdent constamment la perspective derrière eux. Voyons maintenant ce que ça donne sur le plan pédagogique. Là, on va aller du côté faible. Ça veut dire qu'on va aller chercher pour le gaucher la ligne de tir de ce côté-ci. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est réceptionne, feinte, finis sur ta jambe avant, arrête la rondelle avec ton revers pour pousser avec ta jambe ici, remettre mon poids sur ma jambe arrière pour après ça transférer mon poids et prendre mon lancer. C'est bon?
Sans dribble, sans dribble. Arrête avec ton revers, pousse vers l'arrière, pousse vers l'avant. Il faut que ça soit de façon continue. On essaye de ne pas croiser. On arrête le patin avant, pousse sur le patin arrière. C'est comme si c'était en patin de reculon. La première animation 3D qu'on vous suggère, c'est un exercice qui est quand même assez simple, mais qui renferme quelques éléments techniques importants. Donc, on place un cône ou un objet qui va servir d'obstacle face au défenseur. Cet objet est placé, comme vous le voyez, à l'intérieur de la ligne bleue. Donc, le joueur, lui, doit recevoir la rondelle et tenter d'atteindre le gardien de but. Mais pour ça, il doit feinter, puisque devant lui existe un obstacle qui fait office de joueur adverse qui se place dans la ligne de tir. Donc, incitez vos joueurs, vos défenseurs à travailler pour éviter de manier la rondelle à outrance et de s'assurer de voir sur les deux côtés de la patinoire tout ce qui se passe. Donc, ce qu'on appelle une vision élargie de la situation. La vie n'est pas toujours facile pour les défenseurs et à l'occasion, on les pourchasse. Et lorsqu'ils sont poursuivis par un adversaire, bien là, le déplacement s'avère beaucoup plus long et la protection de rondelle devient extrêmement importante. Donc, on a placé ici sur la séquence deux obstacles qui permettent de déterminer, de délimiter la zone où on ne peut pas tirer, donc dans le centre. Alors, il faut glisser de chaque côté des cônes ou des obstacles que vous avez placés là pour réussir justement à décocher un tir au filet. Donc, la technique, encore une fois, de déplacement latéral, de glisser sur cette rondelle, de rouler, comme je le dis, sur cette rondelle, est très sophistiquée, très importante. Donc, on la travaille avec nos défenseurs. On les incite à rester, encore une fois, face au jeu, parce qu'en étant face à l'adversaire, comme ça, on voit ce qui se passe à la gauche ou à la droite. Sur cette dernière animation 3D, on voit le jeu qui se dessine en fond de territoire. Ce que j'aime de cet exercice, c'est que ça ressemble vraiment à une situation de match. Donc là, c'est les attaquants qui récupèrent une rondelle. Il y a comme une espèce de mouvement circulaire, un mouvement offensif qui se déploie en fond de territoire. Et ensuite, on ramène la rondelle vers le haut de la zone où là, les défenseurs auront à échanger cette rondelle pour justement ouvrir les corridors de tir, feinter et décocher des tirs. Donc, c'est un exercice qui est très complet et on vous laisse cette semaine sur cet exercice en vous souhaitant une bonne semaine à l'entraînement et en espérant se revoir la semaine prochaine. Alors, c'est déjà tout et la semaine prochaine, à ne pas manquer une entrevue extrêmement intéressante avec Marc Denis qui va nous parler un petit peu de ses souvenirs en termes d'évolution de l'équipement de gardien de but, mais pas seulement de l'évolution, également du rôle de gardien et de la position comme telle, comment les athlètes ont changé, comment tout ça a évolué à la vitesse grand V. Et ton côté, Jasmin? Bien, parlant de gardien de but, pourquoi pas aller visiter l'usine Lefebvre, une usine qui se spécialise en équipement de gardien de but, comme je vous en avais parlé en début de saison, promis de 2 reportages la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec CaptOrder, Hygiène du sport, CaptOrder, Pass Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.